Donc, commençons maintenant le webinaire Transformation digitale des organisations, quel rôle du digital learning? Alors, un petit ordre du jour pour commencer. On va voir plusieurs choses aujourd'hui. D'abord, on va s'intéresser à une rapide présentation de vos déclics qui est simplement là pour vous rappeler quelques éléments sur la société, mais ça ne va pas durer longtemps. Ensuite, on s'intéressera à la notion d'utilisateur 2.0 comme base de la digitalisation des organisations. On s'interrogera ensuite sur la digitalisation, la définition et les perspectives, parce que digitalisation, c'est un terme qui au final est très galvaudé aujourd'hui, utilisé par tous les médias, on l'entend tous les jours à la télé, mais qu'est-ce que ça veut dire également, et qu'est-ce que ça veut dire pour une organisation de se digitaliser? Et dans une quatrième partie, on s'intéressera à la place du digital learning dans ces organisations qui se digitalisent. Qu'est-ce que ça veut dire le digital learning? Quelle opportunité ça apporte? Quelle forme ça prend? Enfin, on aura un moment de questions-réponses à la fin qui sera là pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Mais surtout, si en cours de route, pendant que je parle, vous avez d'autres questions qui vous viennent, il y a des éléments sur lesquels vous voulez des précisions, n'hésitez pas. Moi, j'aime beaucoup qu'on fasse des webinaires dynamiques. Donc, si vous avez des questions au fil de l'eau, n'hésitez surtout pas à me poser toutes les questions que vous pourriez avoir en cours de route. Alors, on va maintenant passer sur la présentation donc, de la société Vodéclic qui va être faite de manière assez rapide. Premier élément, donc Vodéclic, on est une solution en mode SaaS avec basée en 5 composantes, une application SaaS en accès illimité, des formations et des référentiels, donc on a un peu plus aujourd'hui de 25 000 modules de formation disponibles d'une durée de 5 minutes, des services pédagogiques, de l'évaluation, des plannings, des outils extrêmement performants pour également permettre de réappliquer la formation, tout un tas d'outils de gestion et de reporting, et enfin une capacité de déploiement et d'intégration. La société aujourd'hui Vodéclic, elle a été créée en 2007. On a connu une évolution majeure en ce mois de mai puisque nous avons été rachetés par le numéro 1 mondial du e-learning qui s'appelle Skillsoft avec un projet extrêmement ambitieux de développement du produit Vodéclic qui va connaître beaucoup d'évolutions dans les prochains mois. Je pourrais vous en parler un petit peu plus quand tout sera mis en place. On a aujourd'hui donc 25 000 modules, un peu plus de 30 collaborateurs et en tant que Vodéclic SBU, donc en tant qu'entité Vodéclic, tout le produit est développé en France. Vous avez un certain nombre de nos clients qui apparaissent en bas de page, Thales, Prisma, L'Oréal, Air France et la Banque Postale. Voilà, on a énormément aujourd'hui de clients qui utilisent nos solutions. Alors, rentrons maintenant à proprement parler dans le webinaire en lui-même et ce qui nous intéresse. Donc, premier sujet, utilisateur 2.0, la base de la digitalisation des organisations. Ce qui est super important quand on parle de digitalisation, c'est de prendre en compte ce qui se passe en dehors de l'entreprise. Et c'est toute la raison de cette première partie, c'est de se demander au final, mais qui sont les utilisateurs aujourd'hui? Déjà, les utilisateurs sont devenus des utilisateurs 2.0. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien tout simplement, quand vous regardez le taux d'équipement des utilisateurs aujourd'hui en smartphone, c'est une étude du cabinet Deloitte réalisée en 2013, vous vous rendez compte qu'il y a 20% des utilisateurs qui ont à la fois un PC portable, un smartphone, une tablette. Donc, 3 équipements pour se connecter à Internet en mobilité. Ça, c'est 20% des Français. Mais vous en avez plus de 46% qui ont un portable et un smartphone. Et si je vous rajouterais un dernier chiffre, les chiffres actuellement sortis en 2014 du Credoc disent que les Français ont plus de dans 70% des cas maintenant un smartphone. Donc vos utilisateurs aujourd'hui, c'est des utilisateurs qui ont accès à Internet en permanence et qui y ont accès en mobilité. Extrêmement important. Voilà, c'est le chiffre du Credoc que je vous annonçais tout à l'heure. Deuxième élément extrêmement important sur ces utilisateurs, ils ne font pas simplement que avoir des outils 2.0 qui leur permettent d'utiliser le digital. Non, ils ont une pratique du digital extrêmement poussée. Donc là, vous avez les évolutions de l'utilisation du digital ces dernières années. Donc prenons quelques exemples. Quand on regarde la navigation sur Internet en mobilité, en 2010, il y avait 12% des Français qui disaient le faire régulièrement. En 2013, c'est 37%, et en 2015, il me semble qu'on est arrivé à 51%. Si vous regardez pour les courriels, c'est pareil. Le téléchargement d'applications, c'est pareil. Donc, on a vraiment des utilisateurs qui sont devenus des utilisateurs fortement digitalisés à titre personnel. Et ça va forcément être essentiel dans la compréhension du besoin des utilisateurs et de ce que ça impacte en termes d'évolution des organisations à propos de la digitalisation. Élément supplémentaire, extrêmement important avec cette digitalisation, c'est que sphère privée et sphère professionnelle commencent à se confondre. Alors, c'est la fameuse terminologie, je ne sais pas si vous êtes familier avec celle-ci, du Bring Your Own Device, qui veut dire que on prend ces outils professionnels, on les amène à la maison pour les utiliser de manière personnelle, et de la même manière, on prend des outils personnels qu'on amène au bureau pour les utiliser de manière professionnelle.
Donc là, vous avez deux éléments extrêmement probants là-dessus. Vous voyez que à gauche, on a la proportion d'utilisateurs qui utilisent Internet au bureau pour des fins personnelles. Donc, il y en a un peu plus de 50% qui le faisaient en 2013. Et de l'autre côté, il y a la proportion d'utilisateurs qui utilisent des outils perso pour se connecter sur des outils pro, sur des logiciels pro, excusez-moi, et donc vous voyez que ça augmente très fortement, on en a à peu près 39% qui le font. Je vais vous donner un exemple concret de ce que ça veut dire ça. Aujourd'hui, quand on présente la solution Vos Déclics, il y a pas mal de responsables formation qui regardent la solution et qui disent « Oui, mais monsieur Morisson, un truc que je comprends pas dans votre solution, c'est qu'il y a des formations sur Facebook et moi, dans mes bureaux, Facebook, c'est interdit. » Oui, sauf qu'on est dans une tour à Rueil-Malmaison, qui a la 4G partout, que vous avez 70% de vos utilisateurs qui ont un smartphone, et donc vous avez 70% de ces utilisateurs qui probablement utilisent régulièrement Facebook. Et donc ça, c'est une vraie réalité qu'il faut intégrer dans les organisations, c'est que le digital externe à l'organisation impacte fortement l'organisation en elle-même. Je le répète, si vous avez des questions en cours de route, je suis là pour y répondre, donc vous n'hésitez surtout pas à les poser au fil de l'eau. Dernière statistique impressionnante, je ne sais pas si elle est très souhaitable en termes de mode de fonctionnement et de gestion du stress, mais vous avez aujourd'hui près de 30% des collaborateurs qui regardent leurs emails avant de se coucher le soir. Email professionnel, évidemment. Tout ça, ça a une influence sur qui est le learner, donc l'apprenant d'aujourd'hui. Qui est-il au final? Et c'est une définition qu'on a donnée à un cabinet qui s'appelle Bersign, qui dépend également du groupe Deloitte, une autre étude du groupe Deloitte, et qui est spécialisé justement dans l'analyse des processus RH aux États-Unis. Et pour Bersign, puisque c'est un homme qui a créé ce cabinet d'études, en fait, il définit le modern learner de la manière suivante. C'est quelqu'un qui est stressé, qui est versatile, qui est impatient, qui est surchargé, qui est mobile. Et là, on peut se dire, waouh, l'apprenant moderne qu'on va avoir besoin de gérer en tant que service RH, il va falloir se le coltiner, si vous me passez l'expression. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui a beaucoup de caractéristiques qu'on pourrait qualifier de pas très positives. Mais si vous y réfléchissez bien par rapport au fonctionnement de votre travail aujourd'hui, par rapport à la manière dont vous zappez sur les Internet, vous changez de device, par rapport à votre réaction face à la charge de travail et au fait qu'on vous demande d'être de plus en plus efficient, mais au final, ces caractéristiques du modern learner, c'est des caractéristiques du travail actuel et c'est des caractéristiques de notre société actuelle. Et ça va être très très important dans l'analyse du besoin des utilisateurs et de à quoi le digital learning doit chercher à répondre. Et c'est ce que je mets en dessous derrière, c'est que qu'est-ce qu'un département RH peut faire face à ce constat? Eh bien, il doit répondre à cette nouvelle réalité. Ça ne sert à rien de se dire en fait, mais non, mais on peut pas apprendre à des gens qui sont comme ça. Mais de toute façon, les gens sont comme ça, donc maintenant il va falloir les prendre tels qu'ils sont et essayer de les faire progresser, de leur fournir des outils qui correspondent au mode de société dans lequel on vit aujourd'hui. Avant de passer à la deuxième partie, est-ce que vous avez des questions à me poser? Non, pour l'instant ça doit être très clair alors, je suppose. Donc je continue. Je passe à la deuxième partie qui est digitalisation, définition et perspective. Donc là, le sujet, c'est de se poser la question de qu'est-ce que c'est que la digitalisation dans une organisation. Alors, d'abord, les origines de la digitalisation. Les origines de la digitalisation, c'est des principes amenés par le Web 2.0 qui ont changé la donne sur la façon dont on concevait dans l'organisation la place des individus. Donc j'en ai listé un certain nombre de points ici que je vais vous expliquer maintenant. D'abord, dans un concept de digitalisation, vous avez l'individu qui est remis au centre du dispositif. Chacun est acteur de sa propre productivité. Deuxième point de la digitalisation, on n'est plus dans des applicatifs informatiques extrêmement lourds avec un seul point d'accès, mais on multiplie les points d'accès. Donc dès que vous utilisez des services digitaux aujourd'hui comme Google, Evernote, Uber, tous les services que vous pouvez utiliser, vous avez des accès sur le web, des accès sur votre téléphone mobile, vous pouvez y accéder de plein de manières. Troisièmement, la digitalisation, c'est des choses qui s'intègrent simplement, beaucoup plus simplement que les applicatifs informatiques lourds traditionnels et de manière beaucoup moins coûteuse. Le mix usage privé-professionnel, je pense que c'est évident pour vous. Et une caractéristique majeure de la digitalisation, c'est que les outils digitaux sont là pour évoluer en permanence. On n'est pas sur des versions, on passe d'une version 2003 à 2007 à 2010. Non, on change en permanence de version. Et donc, c'est le schéma qui est à droite pour finir cette slide qui matérialise ce que ça veut dire en termes d'architecture informatique, c'est qu'on n'est plus dans un système avec une grosse application centrale, mais on a plein de petites applications qui se parlent entre elles et qui s'interconnectent.
Et si vous pensez aujourd'hui vos solutions de e-learning, eh bien il faut les penser aussi comme ça, c'est-à-dire comme des applications qui vont travailler ensemble et pas comme la grosse solution mastodonte qui cherche à répondre à tout, mais qui n'arrive pas au final à évoluer suffisamment vite et à répondre à tous vos enjeux. Et cette digitalisation, elle a des conséquences, et une des conséquences intéressantes, c'est que l'humanité a produit plus de données en 2012 que dans toute son histoire. C'est une statistique fournie par Google. Et donc ça, c'est intéressant parce qu'on voit que le digital est là aussi pour répondre à des nouveaux défis. Et l'un des nouveaux défis, c'est évidemment le big data et la multiplication des data aujourd'hui qu'on peut utiliser. Alors, justement, comment est-ce qu'on est passé du web 2.0 à l'entreprise 2.0, cette fameuse entreprise digitale? Eh bien, on y passe à travers différents axiomes. Le premier, c'est la plateforme et les applications, puisqu'une entreprise qui se digitalise, elle a besoin d'outils. Et sans ces outils, de toute façon, il ne pourra rien se passer. Donc, c'est une évolution des outils de manière extrêmement importante. Deuxièmement, c'est un changement de communication dans l'organisation. On parle souvent aujourd'hui de réseau social d'entreprise, on parle d'outils de visioconférence, donc on peut accéder aux gens de manière beaucoup plus facile. On communique de manière beaucoup moins en silo qu'avant dans une entreprise digitalisée. Troisième point, c'est la notion de support communautaire, c'est-à-dire que des services doivent pouvoir s'entraider, on doit pouvoir savoir que deux personnes travaillent sur la même chose dans l'organisation, pour donner un exemple. Et c'est un modèle qui cherche avant tout à favoriser l'émergence d'idées. Et ça, c'est un point essentiel évidemment dans la digitalisation, c'est que la digitalisation, elle est là aussi pour répondre aux enjeux de l'innovation. On est dans un monde où les innovations vont de plus en plus vite, on doit de plus en plus rapidement, quand on est une entreprise, changer son offre, la faire évoluer. Et la digitalisation, elle est là pour également permettre à l'entreprise de s'organiser pour répondre à ce défi de l'innovation. On est donc au final dans un système où c'est plus un gros système informatique qu'on met en place et qu'on impose à l'utilisateur, mais des multiples systèmes informatiques que l'utilisateur va prendre en main et l'utilisateur va se constituer son panel. Entre des outils d'entreprise, des outils personnels, il va se faire sa petite sauce et c'est ça qui va faire sa productivité et son efficacité d'aujourd'hui et de demain. Alors, quels gains sont attendus de la digitalisation au final? Il y a une étude de l'ESC Grenoble qui a été faite sur le sujet qui est assez intéressante. Et quand on demande ça aux dirigeants, donc aux dirigeants d'une cinquantaine des entreprises du SBF 120, on voit que ce qu'on attend comme gain, c'est plus de coopération, une information plus libre, plus de flexibilité, une culture de l'innovation. Et donc, on voit bien au final que la recherche est à la fois une recherche de productivité et d'innovation, et que ça va passer parce que l'information est plus libre et qu'on communique mieux. Et ça, c'est extrêmement important parce que c'est justement l'un des axiomes de base du Web 2.0. Le Web 2.0, c'est un web sur lequel les individus se sont mis à communiquer et à émettre, alors que jusqu'à présent, on était dans l'histoire de l'humanité dans un système où l'individu pouvait émettre auprès de sa communauté très restreinte, mais pas au niveau du monde. Et bien là, c'est exactement pareil, ce qui est en train de se passer ce qui s'est passé dans le web, excusez-moi, et ce qu'on cherche à faire dans les organisations. Alors, il y a une question sur cette slide sur est-ce que c'est des gains attendus ou des gains observés? C'est bien des gains attendus, vous avez bien raison. La digitalisation, c'est un mouvement assez récent, donc j'aurais pas pour le coup de chiffres à vous proposer sur les gains réalisés dans les organisations qui se sont digitalisées, mais je pense, on pourra en rediscuter plus longuement, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir est-ce qu'une organisation doit se digitaliser, parce que de toute façon, c'est un mouvement technologique très profond qui, à mon avis, est inévitable pour une organisation et qu'on ne peut pas remettre à demain, sinon on va être en dehors de tout ce qui se passe sur le digital. Je vous rappelle aujourd'hui que quand vous êtes une organisation, toutes les organisations sont passées à la sauce du digital, sur l'accès aux consommateurs, sur la manière de vendre, sur plein de choses, donc je ne pense pas qu'on puisse l'éviter. Par contre, je suis bien d'accord avec vous, la question de la productivité générée par la digitalisation et comment on la mesure est une vraie question, même si je m'y intéresserai pas aujourd'hui parce que c'est pas à proprement parler le sujet du webinaire. Je vais maintenant passer à la troisième partie qui s'intéresse à, maintenant que l'on voit mieux ce que c'est que la digitalisation, qu'on sait bien comment sont les utilisateurs, qu'est-ce que ça veut dire sur l'organisation de la formation, le digital learning, ce que l'on peut mettre en œuvre de ce côté-là? Ça veut dire beaucoup de choses. Première chose, la digitalisation rend le digital incontournable dans votre organisation. C'est une occasion unique pour mettre en place des solutions ambitieuses de e-learning. Donc ça, c'est une phrase de notre du président de la société Vodéclic. C'est extrêmement important comme phrase parce que ça rappelle simplement que
Pendant longtemps, vous avez eu beaucoup de résistance au e-learning, pour plein de raisons historiques, des problèmes technologiques, des problèmes également en termes d'acculturation des utilisateurs. Mais maintenant qu'on a le digital, c'est le moment de pouvoir déployer des solutions ambitieuses d'un point de vue e-learning et d'un point de vue digital learning, parce que tout simplement, les mentalités sont prêtes et les technologies sont prêtes, et que votre organisation est en train de pousser vers ce chemin-là. Alors, le premier truc qui est important, c'est que avec le digital learning, on va enfin tenir compte de l'apprenant et on va enfin mettre en place des choses qui marchent. On répond à la demande des apprenants connectés. Et répondre à la demande des apprenants connectés, c'est quoi? C'est avoir une formation qui s'intègre dans le travail des apprenants. Ça veut dire que la séparation éternelle entre formation et travail s'amoindrit de manière très forte et que la formation devient un outil de productivité au quotidien. Donc, quand on parle d'incompétence digitale, c'est particulièrement vrai puisque c'est au moment où j'ai l'incompétence digitale que je veux avoir une réponse très rapide. La deuxième chose, c'est que comme vous avez des gens qui ont de plus en plus l'habitude de services extrêmement puissants et extrêmement bien faits, il faut un effort minimal pour obtenir la bonne information. Donc s'il me faut 15 clics pour accéder à mon module de formation, c'est pas la peine. Si l'ergonomie est imbitable, c'est pas la peine. Je suis un utilisateur qui a de l'habitude de services performants sur le web qui évoluent tout le temps. C'est ce que j'attends également de mon service formation. Troisième point, donc l'accessibilité en 3 clics, ça je vous en ai déjà parlé. Je la mets simplement en perspective avec des questions d'efficacité. Aujourd'hui, quand on parle de nombre de clics pour accéder aux solutions e-learning, souvent on me dit oui, enfin bon, c'est un problème un peu simpliste là que vous mettez en avant. Mais c'est pas du tout un problème simpliste. Si sur Amazon ou Fnac.com, quand vous devez commander, on rajoute 12 clics, mais vous avez 10% des clients ou 30% des clients en moins, excusez-moi plutôt, qui finiront pas leur commande. Et là, c'est exactement pareil. Si à chaque fois que vous rajoutez un clic, vous vous éloignez de la performance opérationnelle pour vos apprenants parce qu'ils seront découragés d'accéder à la solution. Et je pense qu'on le résume bien en le disant comme ça, entre lire un document de 2 pages ou regarder une vidéo de 5 minutes accessible en un clic, l'apprenant connecté n'hésitera pas très longtemps parce qu'il a l'habitude de ces services et c'est maintenant ses attentes. Je fais une petite aparté par le mouvement du MOOC, les Massive Open Office Online Courses, excusez-moi. Je vais vous les redéfinir rapidement parce que le mouvement du MOOC il est très intéressant si vous le mettez en parallèle avec le digital learning parce qu'au final ça se croise complètement comme concept. Le mouvement du MOOC c'est d'abord un phénomène qui est clé dans la formation 2.0 et dans les nouvelles modes de formation. Donc l'acronyme Massive Online Open Courses, le mot le plus important simplement, et c'est certainement celui de massif, au sens, le sujet, c'est on forme beaucoup de personnes. On s'intéresse moins à sélectionner la cible, on s'intéresse plus à l'efficacité de la formation. La troisième chose, c'est que c'est un mouvement qui existe depuis longtemps, mais qui est en pleine expansion depuis 2012. On a beaucoup parlé de Coursera, de tous les services en ligne, comme des Udemy, etc. en termes de MOOC. C'est vraiment un mouvement qui est extrêmement important en termes d'expansion. Et ce qui est important, c'est que le MOOC, ça confond deux choses qui ont très longtemps été distinguées en e-learning. Ça confond le contenu pédagogique et la plateforme. Pendant très longtemps en e-learning, on a parlé d'un côté de modules sur étagère et de l'autre côté de plateforme. Pour moi, c'est une erreur fondamentale et toute l'ergonomie, la conception produit sur le web 2.0 et le digital dit qu'il faut aller à l'inverse. Il faut concevoir des plateformes et des contenus qui vivent ensemble. Quand vous concevez des contenus sur étagère qui doivent s'intégrer dans des plateformes mais qui ne sont pas adaptés à ces contenus-là, vous avez une mauvaise ergonomie et vous avez une mauvaise expérience utilisateur. Alors maintenant qu'on a fait cet aparté sur le MOOC, se pose vraiment la question du choc frontal entre ce qu'est le processus de formation actuellement et ce qu'est du digital learning. Et là, vous allez voir que forcément, il y a des fossés qui se creusent en termes de différence. Donc, je vais vous faire apparaître un petit tableau. Et je vais essayer de vous reprendre les différentes catégories. Bon. Dans un process de ressources humaines classique en termes de formation, c'est un accès qui se fait à la demande. C'est-à-dire que je dis à mes collaborateurs, vous savez quels sont vos besoins au plan de formation, on les rassemble, et puis en fonction, je dis oui ou je dis non. Dans la logique du digital learning et du MOOC, c'est le libre accès. C'est pas vous qui allez décider qui va accéder à la formation, c'est le collaborateur qui va décider d'y aller par lui-même. Deuxième conséquence immédiate de ça, c'est que le délai pour accéder à une formation change radicalement.
Là, on a un délai classique en termes de gestion d'un plan de formation qui est plutôt de 6 à 8 mois pour accéder à une formation. Ici, avec le digital learning, on est dans de l'instantané. Le troisième point, c'est que le programme de formation, il n'est plus aussi strict qu'avant. Il n'est plus aussi strict qu'avant parce que d'abord tout le monde peut accéder au process de formation, et il n'est plus aussi strict qu'avant parce que le sujet de toute façon est de favoriser l'initiative du collaborateur, de lui permettre de décider de ce qui va être bon pour lui. Évidemment, il faut l'aider, il faut avoir des process d'encadrement, mais il faut lui laisser aussi beaucoup plus les mains libres. Évidemment, de tout ça, on tire le fait qu'il n'y a plus de contraintes d'horaire et de lieu dans un processus de digital learning, là où la formation présentielle est extrêmement hiérarchisée par la contrainte et le lieu. Cinquième point, la valorisation hiérarchique. Eh bien oui, dans un processus de plan de formation, vous faites votre formation, ça remonte dans le SIRH et quelque part, il y a marqué que vous avez fait une formation de 3 heures en bureautique ou sur Word ou en management, peu importe. Dans une logique de digital learning, c'est moi, collaborateur, qui vais valoriser mon process de formation et qui vais dire oui, moi j'ai fini ma formation. Je vous en montrerai un exemple, je finirai là-dessus en vous montrant un exemple intéressant de ce que ça peut donner. Dernier point important, là où on forme 2 à 3% de la masse salariale dans un plan de formation sur un sujet précis, donc par exemple la bureautique ou le digital, ben avec une solution de digital learning, je peux former 100% des gens. Alors, les esprits chagrins diront oui, mais tout le monde va pas y aller. Ah oui, ça c'est sûr que tout le monde va pas y aller. Mais entre d'un côté, j'ai formé 2 à 3% des gens et de l'autre côté, j'ai ouvert une solution à tout le monde et j'ai entre 30 à 40% des collaborateurs qui y accèdent. Ben, d'un côté, à la fin, j'aurais formé 2 à 3% et de l'autre côté, j'aurais formé 40%, c'est-à-dire à peu près 12 fois plus. Et c'est ce qui nous paraît extrêmement important dans la digitalisation. Alors vous pourriez vous dire maintenant, ouais, mais comment la formation peut s'organiser à cette nouvelle tendance? Qu'est-ce qu'on peut proposer justement pour s'appuyer sur le mouvement du digital learning et faire de la formation quelque chose de performant? Premier point, c'est hop. Alors, il y a une petite question que je vais prendre parce qu'elle vient d'arriver. Alors, j'ai une question sur le blended learning. Alors, ce que je vais faire, monsieur, c'est que je me permettrai de vous répondre tout à l'heure sur le blended learning. À la fin, dans le question-réponse, ce sera plus facile parce que sinon, ça va trop couper le propos. Mais j'y reviendrai. Donc, ce qu'on rappelle aussi dans une organisation qui se digitalise, c'est que vous avez une place extrêmement importante des outils. On forme peu de gens. Les outils sont en perpétuelle évolution puisqu'il n'y a plus de versionning. On n'est plus dans une logique où on a à la fois une nouvelle version tous les 3 ou 4 ans, mais tous les 3 ou 4 mois, les logiciels évoluent. Les compétences digitales, elles sont extrêmement volatiles. Donc ça, c'est un gros enjeu. Je digitalise mon organisation, j'ai des logiciels qui évoluent de plus en plus vite, et en plus, les compétences elles-mêmes sont extrêmement volatiles et disparaissent vite. Comment je fais pour les entretenir? Il y a un choc frontal avec la formation en présentiel, c'est-à-dire que on est dans une disparité entre l'accessibilité de la formation sur le digital et les besoins associés. Alors il y a plein de questions qui arrivent, donc je vais les prendre à la fin parce que ce sera plus facile de vous répondre, mais n'hésitez pas à les poser au fil de l'eau, je les prendrai à la fin de la présentation. Et donc aujourd'hui, vous avez entre 18 ans de délai entre deux formations en présentiel aujourd'hui sur le digital, c'est la moyenne en France, moyenne extrêmement laudative. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que pour disposer d'une solution efficace sur du digital learning, il faut disposer d'un certain nombre de choses. Il faut d'abord avoir une solution où l'individu est au centre du dispositif. C'est lui qui doit être mis au centre du sujet. Deuxièmement, l'usage de la formation doit se faire comme un outil quotidien. Il faut arrêter de penser la formation comme un processus qui a un début et une fin, c'est un processus permanent. Le catalogue, il doit être exhaustif sur tous les outils que vous désirez. Donc là, je parle pour le digital learning côté apprentissage du digital et de la bureautique. Évidemment, si on était sur le management, ce sera sur les questions de management. L'accessibilité multi-device, oui, si vous avez 70% des Français qui ont un smartphone et que la solution n'est pas accessible sur smartphone, c'est un petit peu problématique. Cinquième point, le licensing avec une utilisation illimitée de la solution. Parce que si je ne suis pas dans une solution où je peux le déployer à tous mes collaborateurs, je ne vais pas rentrer dans les fourches codines de ce que c'est qu'une solution déployée pour tout le monde et qui respecte les attentes. Sixième point essentiel, il faut que la solution soit évolutive. Parce qu'une solution non évolutive, ça n'a tout simplement pas de réponse aux enjeux aujourd'hui de vos utilisateurs qui souhaitent des solutions qui bougent de plus en plus vite et qui s'adaptent à leurs besoins. Et puis, dernier point,
essentiel, proposer un dispositif de consumérisation, excusez-moi. Et la consumérisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire avoir un dispositif qui s'appuie à la fois sur la vie privée et sur la vie professionnelle des gens parce qu'elle est de plus en plus mélangée. Et ça, je vais vous en donner un exemple tout de suite sur une fonctionnalité extrêmement innovante que propose Vodéclic qui s'appelle le switch horaire. Le switch horaire chez Vodéclic, ça vous permet en fait de changer le catalogue de formation disponible auprès de vos collaborateurs en fonction des horaires de connexion. Du lundi au vendredi de 8h à 18h par exemple, vous avez accès à un catalogue de formation professionnelle. Office, Windows et tout ce que vous voulez. Le soir et le week-end, vous n'avez plus accès à ce catalogue de formation professionnelle et vous avez accès à un catalogue de formation personnelle. Skype, Twitter, Facebook, pour donner des exemples. Pourquoi les clients qui sont clients de Vodéclic aujourd'hui utilisent ce dispositif dans 80% des cas? Parce que premier point, ils ont un truc extrêmement positif à faire passer auprès des collaborateurs. En fait, je suis en capacité d'assurer un message marketing qui dit « je vous offre votre développement à titre personnel ». Deuxièmement, je rassure le management en disant « mais non, c'est pas de la formation, les gens vont perdre du temps et se former sur des sujets à titre personnel pendant le temps de travail », qui peut être une inquiétude du management. Et enfin, j'ai un fort support des syndicats sur le sujet. Je reviens sur un autre point. Là, je pense que vous avez bien compris la valorisation sur la partie consumérisation. Je reviens sur un autre point qui était ce que je vous ai dit tout à l'heure sur on peut valoriser fortement les collaborateurs également en étant dans une logique de reconnaissance individuelle. Je vais vous montrer mon profil LinkedIn. Alors, je vous demande juste une petite seconde, le temps de sortir de mon plein écran. Voilà, j'ouvre juste un navigateur et je vais vous montrer mon profil LinkedIn quand vous allez dessus. Ce qui se passe, hop, alors, vous me laissez juste une seconde. Gabriel Morisson, LinkedIn, et je vais vous montrer ce que propose Vodéclic comme service extrêmement innovant justement pour valoriser les collaborateurs et qu'ils puissent se dire une fois que j'ai fini ma formation, je peux m'en servir. Quand vous arrivez sur le profil de Gabriel, mon profil, vous avez là une certification Vodéclic que vous pouvez rajouter automatiquement depuis votre plateforme Vodéclic. Quand vous cliquez dessus, le recruteur qui clique dessus, le manager qui clique dessus, va pouvoir avoir une vérification de quelles compétences cette personne a validées sur Excel 2013, il y a un numéro de série, etc. Ça, c'est un exemple clé de comment moi je peux valoriser ma formation et pas être dans une logique où c'est le service RH dans l'ESI simplement qui valorise le dispositif de formation. Je reviens maintenant au PowerPoint et j'en viens à mon dernier point qui est comment un e-learning 2.0 s'inscrit dans une entreprise 2.0. Eh bien, il s'inscrit en n'étant surtout pas des contenus sur étagère. Et pour pas être des contenus sur étagère, Vodéclic, on se déploie par exemple à plein d'endroits, je vais vous en donner quelques exemples. On se déploie dans votre LMS, ça vous allez me dire que c'est très basique. On se déploie dans les outils Web 2.0, donc on va par exemple se connecter avec Facebook, Twitter pour permettre de diffuser automatiquement ce que vous faites sur la plateforme. On peut également s'appuyer sur le réseau social d'entreprise. On a une capacité à s'appuyer sur les experts en interne. Par exemple, vous allez avoir la capacité pour le helpdesk, je prends cet exemple-là, d'envoyer des modules Vodéclic répondant aux questions des utilisateurs. Parce que bien souvent, en fait, le helpdesk, votre service support informatique, est mobilisé sur des problèmes de compétences des utilisateurs et on n'a pas la réponse. Et puis sur l'informel, comment est-ce que les utilisateurs entre eux peuvent s'aider grâce à la plateforme Vodéclic. Et c'est en faisant exister Vodéclic de manière rayonnante dans votre organisation ou en faisant exister d'ailleurs toute solution de digital learning que vous allez parvenir à avoir un digital learning efficace, efficient, mais il faut pour ça respecter ce que c'est qu'un utilisateur digitalisé et le modern learner tel que je vous l'ai défini tout à l'heure avec la définition de Bersine by Deloitte. Voilà, alors je vais maintenant passer aux questions-réponses. Donc il y a déjà pas mal de questions en attente, donc je vais répondre déjà à ces questions-là. Évidemment, si vous avez d'autres questions au fil de l'eau, n'hésitez pas à les poser toutes maintenant. Alors, première question, donc, le blended learning est une solution combinant les forces et les qualités de chacun des systèmes de formation. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que derrière blended learning, on dit à la fois tout et rien. Donc, le blended learning, ça peut être du présentiel et Vodéclic, ça peut être j'ai un e-tuteur à distance, ça peut être plein de choses. Ce que l'on dit, nous, chez Vodéclic, c'est assez simple. C'est que si on rentre dans une logique où le blended learning est là pour remplacer la formation présentielle, ça nous paraît très efficace. Mais si on s'arrête là et qu'on dit, par exemple, moi, dans mon entreprise, je vous prends un exemple. Je suis une entreprise, j'ai 5000 collaborateurs et je forme chaque année 50 personnes en bureautique. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer ces 50 personnes en blended learning. Là, c'est inefficace. Par contre, si vous décidez de dire,
en fait, moi, je vais former tous mes collaborateurs, mais garder un accompagnement pour quelques-uns qui sont de manière prioritaire et monter un blended, là, ça devient intéressant. Pour votre information, pour pas avoir de, on va dire, d'ambiguïté dans notre modèle économique, Vodéclic ne propose pas la prestation de blended learning, mais par contre, elle peut être assurée soit par un centre de formation partenaire, soit par le centre de formation à qui vous travaillez déjà. Est-ce que Vodéclic développe aussi des MOOC? Bah pour nous, alors ça dépend ce qu'on entend par MOOC en fait. Si vous entendez par MOOC une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer n'importe quel cours, la réponse est non. Si vous entendez par MOOC une plateforme sociale, user-centric, avec de l'assertif, bah, c'est exactement ce qu'est Vodéclic. Le taux de réussite des MOOC n'est-il pas toujours compris entre 10 et 20%? Bah alors ça dépend de ce qu'on appelle le taux de réussite. Ah, c'est très variable ça, mais si vous voulez parler du fait de l'achèvement des parcours, je suis d'accord avec vous. Deux choses quand même, deux remarques. Achever un parcours sur la partie digitale, compétences digitales et bureautiques, là je vais parler de mon domaine, ça me paraît quelque chose d'assez illusoire. On ne finit jamais une formation en bureautique et digitale, elle s'inscrit dans son travail. Deuxième élément, nous chez Vodéclic, chez nos clients, on va dire qui sont dans la moyenne d'utilisation aujourd'hui, on a plus de 35 à 40% de taux d'utilisateurs actifs. Et là, si vous le comparez à ce que les organisations formaient avant qu'on fasse partie de, avant qu'elles utilisent notre solution, c'est beaucoup mieux. Il y a quelqu'un qui me dit presque tout est blended aujourd'hui à des degrés divers. Je suis assez d'accord avec vous, monsieur, mais c'est une affaire de marketing pour moi. Le blended, c'est pas une solution en soi, c'est une solution qui peut s'adapter à des problématiques identifiées. Nous, on est persuadé aujourd'hui chez Vodéclic qu'une grosse partie de la formation doit et peut se faire 100% en autonomie. Il faut juste être suffisamment malin et efficace pour proposer tout ça. Alors, j'ai les remerciements pour la présentation. C'est moi qui vous remercie d'être tous aussi nombreux présents. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, je suis là pour y répondre. Donc, si vous avez d'autres questions, posez-les. Alors, non, il n'y a pas d'autres questions a priori. Bon, bah alors on va arrêter le webinaire là. Simplement, juste, suite du webinaire, on pourra se retrouver si vous faites partie du congrès LTD qui se tient à Paris, donc Learning Talent and Development, on y est présent. On va vous envoyer la présentation et nos coordonnées. N'hésitez pas à consulter notre blog. Et toute l'équipe commerciale est à votre disposition. Alors, a priori, il y a quelqu'un qui veut poser une dernière question. Allez-y, hein, monsieur, il n'y a pas de problème. Très bonne question. Comment est-ce qu'on accompagne la montée en compétences des équipes formation pour déployer le digital learning? Eh bien, on l'accompagne en leur présentant les solutions déjà mises en place. 1. 2. On l'accompagne en les rassurant. Combien d'entreprises aujourd'hui ont des grandes difficultés à passer au digital learning? Et vous allez peut-être beaucoup hurler là, mais à cause des fonctions formation. C'est-à-dire que la problématique, c'est que souvent les fonctions formation au siège sont extrêmement motrices sur le e-learning et le digital learning, mais bien souvent, c'est extrêmement compliqué de les faire passer dans les filiales parce que ça impose un changement complet sur la façon d'organiser la formation. Et ça, pour nous, c'est un sujet clé sur lequel on accompagne beaucoup les organisations clientes. Et donc, pour y parvenir, il faut leur faire utiliser les outils, il faut faire des best practices et il faut réussir à les former très profondément sur les solutions et ce qu'elles apportent pour qu'ils deviennent les principaux ambassadeurs des solutions que vous déployez. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on sera évidemment là pour vous apporter des réponses après le webinaire. Je suis très heureux d'avoir pu vous apporter déjà tout ce webinaire. Et si vous avez d'autres questions, ben, on est à votre disposition. Merci à tous.